ça y est, on y va. Bon bah bonsoir, bonsoir, merci à tous d'être là. Merci à vous de venir parler avec nous des élections européennes. Voilà, rapprochez-vous, on mord pas, puis on se réchauffera mieux. Ouais, donc merci à vous de venir pour parler avec nous des élections européennes. Mais avant ça, merci à la mairie et aux agents municipaux de nous avoir aidés à installer tout pour ce meeting. Et avant de démarrer et de vous présenter nos candidates aux élections et notre député, je vais vous présenter, enfin elle va se présenter toute seule, Riva Gerchanok, qui est à ma droite, qui est adjointe à la mairie de Montreuil. Et elle est en charge de plein de choses, notamment des questions de santé. C'est grâce à elle qu'on a une mutuelle communale maintenant à Montreuil depuis peu de temps. Elle a aussi les questions des violences faites aux femmes. Elle lutte contre les violences faites aux femmes. Et elle s'occupe des questions égalité hommes-femmes à Montreuil. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est bon. Voilà, donc merci d'être avec nous pour ce soir et je passe la parole à Riva. Allez Riva. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis effectivement très heureuse de pouvoir introduire ce meeting ce soir pour l'élection européenne du 26 mai prochain. Et comme vous le savez, le 26 mai sera l'occasion d'un référendum anti-Macron. Hier, réunis à Bobigny, avec Alexis Corbière, Younous Omarji, qui est député sortant et qui reconduit sur cette liste, et ce soir à Montreuil, comme d'autres meetings ont eu lieu sur ce département, à Bobigny, Saint-Denis et d'autres villes que j'oublie. Mais si en Seine-Saint-Denis, pour nous, c'est important de se réunir, c'est que vous le savez qu'en France métropolitaine, c'est un département où nous sommes les premières victimes des politiques libérales, destructrices depuis trop longtemps. Et actuellement, la Macronie a décidé d'achever l'ensemble des services publics. Comme vous le savez, récemment, il y a eu de nombreuses manifestations pour l'éducation. Et en Seine-Saint-Denis, il faut que vous sachiez que le mieux doté des collèges de Seine-Saint-Denis reste le moins bien doté que le moins bien doté de Paris. Je ne sais pas si vous me suivez. L'État, ici en Seine-Saint-Denis, doit 347 millions pour le financement du RSA, l'accompagnement des mineurs isolés, des personnes âgées ou en situation de handicap. Nous sommes aussi l'objet d'une justice à deux vitesses, avec des délais de jugement bien trop longs, et les femmes, notamment victimes de violences, ne le savent que trop, parce qu'ici, pour divorcer, ça prend 6 mois à 1 an de plus que sur un département voisin. Mais nous avons la chance d'avoir Manon Farida ce soir à Montreuil, et vous le savez, Montreuil est une terre d'insoumission. Terre d'insoumission parce qu'à Montreuil, nous avons voté à 40% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle au premier tour. À Montreuil, nous avons élu largement Alexis Corbière, député de cette circonscription, face à la candidate macroniste. Il a tout de même réalisé le score de 58%. Et puis terre d'insoumission car les militants et les élus au quotidien mènent de nombreuses actions et de nombreuses luttes. Plus de 10 ans déjà que nous sommes engagés, et que je suis engagée en tout cas par exemple sur le combat pour une régie publique de l'eau. Est-ce que dans les mois qui vont venir, nous réussirons? C'est un enjeu majeur. Remunicipaliser aussi les cantines scolaires, parce qu'il y en a marre de la malbouffe pour nos gosses. Et puis des luttes au quotidien pour l'éducation, quand vous le voyez dans cette ville, quand vous vous baladez et que vous passez devant chaque école, moi je suis très fière de voir ces banderoles où les instituteurs, les équipes pédagogiques, médecins scolaires quand il en reste, ces proviseurs et puis les parents d'élèves très engagés qui effectivement mènent le combat au quotidien pour ne pas laisser faire.
Et puis toujours la défense de l'hôpital intercommunal, de nos centres de santé municipaux qui sont quand même déterminants encore aujourd'hui pour lutter contre le désert médical. Des luttes sur le logement, la question de l'habitat insalubre, la question de la précarité énergétique, dont nous sommes nombreux à subir au quotidien. Et là-dessus, il n'y a pas de disparité, j'ai envie de dire, entre les quartiers du Haut et les quartiers du Bas Montreuil. Il y a de très grandes disparités, c'est une réalité. Et d'ailleurs, en parlant de la question du logement, je me permets une digression parce que vous savez, sur la ville de Montreuil, nous avons de nombreux foyers. Il y a une lutte qui a été menée en direction des Baras il y a quelques mois. Mais moi, je veux saluer ici ce soir, parce qu'on a aussi une politique internationaliste de soutien, de coopération. Et moi, je veux saluer Issa Cissé, qui, pour ceux qui connaissent l'histoire de la ville de Montreuil, a été un meneur sur le collectif des Sorins. Collectif des Sorins parce que ça s'appelle la rue des Sorins dans le Bas Montreuil, où ils vivaient dans des conditions absolument inhumaines, et tellement inhumaines qu'effectivement, là où ils soi-disant logeaient, tout a flambé. Donc on a effectivement eu très peur pour eux. Et donc, quand tout était brûlé, il s'en est suivi une longue bataille sous le précédent mandat à se balader à droite à gauche. Et grâce à la solidarité montreuilloise, ils sont restés plusieurs temps sur le stade juste à côté, Gérard Blain, là, en bas des Guilans. Et ça a été une lutte de combat, une grande lutte. Et le combat, voilà, n'est pas terminé parce qu'aujourd'hui, les Amis des Sorins se trouvent rue des Papillons et nombreux encore sont en situation irrégulière. Et vous n'êtes pas sans savoir que la préfecture de Seine-Saint-Denis n'est pas très encline à débloquer la situation. Et avec la nomination du dernier préfet qui nous vient directement de Nice, je vous laisse imaginer le durcissement aussi de la situation en Seine-Saint-Denis. Donc voilà, pour moi en tout cas, merci beaucoup de ta présence. Il fait partie des candidats à l'élection législative aussi au Mali et c'est important de garder le contact. Et puis des luttes aussi au niveau de l'écologie, de la préservation de notre patrimoine. Vous savez, sur la ville de Montreuil, nous avons un bien commun auquel nous sommes extrêmement attachés, ce sont les murs à pêche. Un patrimoine historique, arboricole, agriculturel et d'autres. Et les associations en parleraient bien mieux que moi. Et par exemple, dans nos luttes quotidiennes, la preuve par l'exemple, c'est que au sein de la municipalité, nous étions aux côtés des associations pour lutter contre un projet immobilier que nous contestons toujours, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait quelconque construction, même s'il s'agit de 80 logements. Pour nous, les 80 logements n'ont pas leur place dans les murs à pêche. C'est un patrimoine qu'il faut pouvoir préserver. Et puis évidemment, une égalité au quotidien où nous essayons de faire tant bien que ce peut entre femmes et hommes. Et je crois que nous y réussissons, même si effectivement du grand public, ce n'est pas toujours le plus visible. Et parmi les actions, je voudrais quand même saluer la caravane des droits, qui arpente depuis 2 ans maintenant les 14 quartiers de la ville. Et ça, c'est vraiment l'engagement d'aller vers. Voilà, parce que quand on veut parce qu'on souvent on nous taraude de démocratie participative, etc. Mais je crois que c'est très important d'occuper le terrain et de pouvoir s'engager auprès des personnes. Les dossiers sont nombreux, nous avons la chance d'avoir de très bons services départementaux et communaux, mais c'est vrai que parfois, au vu des procédures qui se complexifient, parfois un petit coup de pouce ou une oreille, ça peut aider. Les Montreuilloises, les Montreuillois, chacun d'entre vous s'engage quotidiennement pour un avenir en commun. Et je sais que les Jeunes Insoumis ont bien arpenté aussi ces dernières semaines pour l'organisation de ce meeting, qu'ils en soient remerciés. Nous avons une jeunesse qui est là, qui prend le relais. Nous en sommes très fiers. Et puis fiers ce soir d'avoir de nouveau Alexis Corbière, député de la circonscription, à nos côtés.
d'avoir Farida Amrani qui vient de l'Essonne, de la ville de Corbeil-Essonnes et 9e de la liste aux européennes, honorée de sa présence. Et la star de ce soir qui va arriver, Manon Aubry, très fière effectivement d'avoir une jeune femme tête de liste, une jeune femme dynamique, elle aussi issue du milieu associatif comme nombreux d'entre nous et qui sait s'engager pour les autres. Donc pour porter l'insoumission au Parlement européen et pour un avenir en commun en Europe aussi, le 26 mai, disons Manon à Macron. Farida. Merci beaucoup. Juste une petite rectification. Je viens d'Évry et pas de Corbeil. Corbeil fait partie. Oh pardon. C'est pas grave. Corbeil fait partie de la circonscription, mais j'habite à Évry en fait. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Chers amis, je suis très heureuse d'être ici parmi vous ce soir à Montreuil pour cette dernière ligne droite. Votre accueil, en tout cas, est chaleureux, parce que le temps, un peu moins, mais l'accueil, en tout cas, a été très chaleureux. Vous savez, pour les candidats que nous sommes, ces soirées comptent énormément. Elles montrent la vitalité politique de notre mouvement, et je dirais même de nos villes et de nos quartiers. Oui, je pense que ce scrutin européen intéresse et concerne tous nos concitoyens. Je ne suis pas de celles qui pensent que les gens s'en moquent. Qui peut dire, après tous ces mois que nous avons traversés, que notre pays n'est pas mobilisé? Je suis bien consciente que l'abstention sera importante le 26 mai. Et pour cause. Et pour cause, il y a tant de raisons d'être en colère contre la politique, en colère contre la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui en France et en Europe. Nous ne sommes pas candidats simplement pour vous dire votez pour nous et la vie changera. Nous sommes là aussi pour incarner cette colère, lui donner une forme de revendication politique. Comme l'a exprimé récemment mon ami sociologue Geoffroy, dans son appel à voter pour notre liste, il dit « Tant de choses peuvent être changées par l'État et par le droit. » Tant de choses peuvent être changées par l'État et par le droit. Je le redis, ça veut dire que ça ne peut être fait que par les urnes. À chaque élection, c'est important de le rappeler, et peut-être encore plus pour cette élection européenne. Vous le savez, je viens d'un territoire où l'abstention a été souvent trop importante. Un territoire qui a été un laboratoire d'expérimentation des politiques désastreuses de ces dernières années. Que ce soit à Évry ou ici à Montreuil, je veux vous dire que chaque meeting en banlieue a une connotation particulière pour moi. Mère de famille, parents d'élèves, syndicalistes et puis élus, mon engagement s'est fait au nom de cette idée. Les décisions politiques ne sont pas si lointaines. Elles nous frappent au quotidien et surtout là où les conditions d'existence sont les plus difficiles, les oubliés. Ce sont nos territoires qui souffrent de la rupture avec la politique, du découragement face à ce qui peut apparaître trop long, trop loin ou trop dur. Partout, nous devons le dire, partout, nous devons le rappeler. L'échelle européenne est l'échelle du quotidien.
Nos combats de demain au Parlement seront les combats pour que le quotidien ici s'améliore. À l'image de notre ami député Alexis Corbière et nos 16 autres députés de l'Assemblée nationale, au Parlement européen, nous alerterons, nous informerons, nous combattrons tous les projets qui iront à l'encontre du progrès social, écologique ou économique. Pour illustrer cela, quel exemple probant, quel exemple parlant, quel exemple évident que celui de nos services publics. Nos services publics, ces services publics qui sont mis à mal par l'obsession de la concurrence et cette fameuse règle des 3% du déficit public, qui habitent et qui sont ancrés dans les traités européens. Quand un hôpital supprime des lits, supprime du personnel, fait payer son parking pour être, entre guillemets, à l'équilibre, pour être rentable. C'est comme cela, en tout cas, ça se passe sur mon territoire. En France, la santé a une histoire de rupture avec l'économie de marché. Cette idée doit devenir la norme à l'échelle européenne et non l'inverse. Voilà pourquoi nous soutenons à 200% tous les grévistes urgentistes de notre pays qui sont en grève depuis plus de 2 semaines. Et je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement. Quand la sécurité sociale, par souci d'économie, décide d'informatiser intégralement certains services et plonge de fait une partie des usagers dans un dénuement total, je pense ici à mes parents, mais également aux millions de Français pour qui l'accès aux droits semble et reste un enjeu crucial en France. Non, il n'y a pas trop d'avantages sociaux. Il n'y en a pas assez. Et la vérité est que nombre de nos concitoyens accèdent encore trop peu à ce qui est leur droit. Quand le gouvernement décide de s'attaquer au statut de la fonction publique, derrière lui, cette précieuse mission de l'intérêt général, donc non rentable. Comment peut-on demander à un professionnel de l'action sociale de l'enfance d'être rentable? Comment peut-on demander à une infirmière d'être rentable? Comment peut-on demander à un instituteur d'être rentable? Ce sont ces combats-là, mes amis, ce sont ces combats-là que nous mènerons au Parlement européen. N'écoutons pas ceux qui veulent séparer la question nationale de la question européenne. Évidemment qu'elles sont liées. Évidemment que ce scrutin enverra un signe fort, un signal fort à plusieurs niveaux. De Macron à Juncker et de Montreuil à Bruxelles. Et croyez-moi, nous ne sommes pas seuls en Europe. J'ai eu la chance de rencontrer les courageuses et courageux qui, partout en France, mais également dans l'Europe, se lèvent pour une autre Europe. Une Europe écologiste, une Europe humaniste, une Europe sociale. J'ai été il y a 2 semaines à Copenhague avec des militants écologistes des 4 coins de l'Europe. Et quel bonheur! Vraiment, quel espoir! Nous parlons le même langage. Demain, nous vous défendrons d'une même voix au Parlement européen. Il reste quelques jours d'ici le 26 mai, exactement 2 semaines à peu près. À mesure que le scrutin avance, le jour de ce scrutin avance, la dynamique s'amplifie. Et elle s'amplifie en notre faveur. Nous sommes à la fois le seul vote d'opposition à la politique de Macron, mais également le seul vote pour une autre Europe. Je voulais vous dire en fait toute ma fierté de figurer sur cette liste conduite par une femme. Et quelle femme!
Bon, elle n'est pas encore arrivée, elle ne va pas tarder. Manon. Manon, je veux la remercier et la féliciter de nous représenter aussi dignement. Cette femme, par tant d'aspects, je me retrouve dans sa ténacité, dans sa résistance face aux attaques dont elle fait l'objet, puisque c'est une femme donc toujours cible d'attaques plus faciles. Car c'est cela la société que nous défendons, que nous voulons défendre. Le combat contre les injustices. C'est ça notre combat. Contre les injustices. Et elles sont nombreuses dans notre pays, il ne faut pas l'oublier. Donc il est important que le 26, chacun d'entre vous, chacun et chacune, s'adresse à son voisin, à sa famille, à y taper à toutes les portes pour leur dire l'importance d'aller voter. Parce que je suis sûre, mes amis, que si Macron arrive devant, on lui donnera cette légitimité. Je ne veux pas lui donner. Je sais que vous non plus, vous ne voulez pas lui donner. Parce qu'il sera légitime ensuite pour mettre en place, pour appliquer toutes ces réformes, notamment concernant la retraite et l'éducation. Et ça, le peuple n'en veut pas. Donc aujourd'hui, il est important que demain, le 26 mai, vous envoyiez face au lobby de ce Parlement européen, les lobbies du peuple. Parce que nous sommes les lobbies du peuple. Merci Farida. Et pour un petit rappel, Farida, ça fait moins de 10 ans qu'elle fait de la politique. À peu près. Ouais, voilà, 2013. Et au vu de ton parcours, tu montres qu'il est possible, en se bougeant, de se faire entendre et de reprendre un peu de pouvoir à celles et ceux qui nous gouvernent depuis bien trop longtemps. À bon entendeur. Donc merci. Donc maintenant, je vais passer la parole à Alexis Corbière, mais je vais le présenter un petit peu à ma manière. Donc Alexis, il est sur tous les fronts. Ce soir, il est au meeting pour partager avec vous. Demain, il sera à l'Assemblée pour défendre bec et ongles les propositions de loi ou bien les voter. Après-demain, il sera dans les rues de Montreuil ou de Bagnolet pour échanger avec les habitants. Le samedi, quand il peut, il manifeste avec les copains Gilets jaunes. Et de plus, je tiens à préciser que tu es un des seuls, des seules personnes politiques à dénoncer l'infâme guerre au Yémen, qui tue des milliers de civils et à laquelle, bien sûr, la France participe. Voilà. Et sinon, il n'arrête jamais. Il a 3 gamines. Voilà. C'est un passionné. Et il a une femme. Parce qu'il ne fait pas des gosses tout seul. Ce qui est formidable avec toi, c'est que tu es très facile d'accès. Alors, mesdames et messieurs, ne vous en privez pas. Allez échanger avec Alexis. Vous verrez, il est comme vous et moi. Car chez nous, à la France Insoumise, les gens sont simples et égaux et ne se prennent pas pour autre chose. Mesdames et messieurs, votre député de Montreuil et Bagnolet, monsieur Alexis Corbière. Merci à Sophia. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a dit le nombre de mes enfants, mais c'est parce que, comme on dit, Sophia attend un heureux événement et on va la féliciter doublement. Bon, merci. Vous avez compris que si nous attendons Manon Aubry, c'est que ce soir, elle avait une émission de télé. Elle va sauter sur une moto et, comme dit la chanson, dans la fureur et dans un bruit, j'ai oublié la chanson d'Edith Piaf d'ailleurs, tout en la citant, elle va nous rejoindre. Bon, on espère que tout va bien se passer, qu'elle ne se presse pas. Elle va être là dans une vingtaine de minutes. Bon, vous l'avez compris, l'objet de cette réunion est une réunion qui se veut placer dans cette campagne électorale qui va avoir ce moment fort du 26 mai. Mais je pense important tout de même qu'on ait, à l'occasion de cette réunion publique aussi, que vous ayez le regard que nous portons sur le moment particulier dans lequel nous sommes. C'est un moment, je crois, qu'il faut bien comprendre. Ce sera l'objet un peu de la deuxième partie de mon intervention. Mais avant, Sophia nous l'a dit,
je voudrais insister sur le contexte international dans lequel nous nous trouvons. Alors une des difficultés là, de ce que je vais faire, c'est parler. Il y a beaucoup de vent, j'ai quelques papiers qui risquent de s'envoler. C'est pas simple, si vous me voyez par moment bondir sur mes notes, c'est pour éviter qu'elles s'envolent. Mais on va y arriver. Vous le savez, la liste d'Emmanuel Macron porte le nom de Renaissance. On peut s'interroger d'ailleurs pourquoi ce nom. Je vais tenir des propos graves, mais peut-être on peut sourire. Pourquoi Renaissance? Quel type de Renaissance? Pour vous, Renaissance, comme pour moi, c'est sans doute le grand artiste Vinci. Pour eux, Renaissance, c'est peut-être surtout le groupe Vinci, auquel ils ont prévu de vendre l'aéroport de Paris. Si nous arrivons toutefois peut-être à les empêcher, notamment à travers le référendum d'initiative partagée, vous avez suivi cette première victoire face à cette scandaleuse privatisation qu'ils veulent organiser au profit d'un grand groupe, et sans doute, je le répète, Vinci. Et puis, dans le programme que vous recevrez, peut-être dans vos boîtes aux lettres, porté par Madame Loiseau, ils parlent de la paix. Ils disent à cette occasion qu'aujourd'hui, la paix n'est plus une chose certaine. Ils ont raison. Et Madame Loiseau et Monsieur Macron s'étonnent aujourd'hui que les budgets militaires augmentent particulièrement à travers le monde. Et voilà pourquoi, disent-ils, il faut une défense européenne. En complément, ce sont les mots, avec l'OTAN. L'OTAN, c'est une alliance militaire sous domination des États-Unis d'Amérique. Et la conclusion de Madame Loiseau, face à ce qu'elle constate comme étant une augmentation des budgets militaires, ce qui est vrai, c'est de dire qu'il faut faire quoi? Augmenter les dépenses militaires. C'est ce qu'elle propose. Si les budgets militaires augmentent à travers le monde, c'est notamment parce que la première puissance militaire du monde, les États-Unis d'Amérique, a prévu, particulièrement sous l'impulsion de Donald Trump, d'augmenter son budget de 7%. Ce qui place le budget militaire des États-Unis aujourd'hui à hauteur de 646 milliards de dollars, ce qui n'a jamais été vu dans l'histoire mondiale. À eux tout seuls, ce pays ont un budget plus important que l'ensemble des pays du monde réunis en matière militaire. L'alliance militaire de l'OTAN est une alliance qui fait que chacun des pays qui en est membre se doit d'être solidaires les uns avec les autres. Et dans l'OTAN, qui est une alliance qui a été constituée à l'époque de la guerre froide, quand il s'agissait de préparer le combat que les États-Unis voulaient mener contre l'Union soviétique, elle est restée même après la chute du mur de Berlin. Et dans cette OTAN, à l'heure actuelle, qui a perpétué, qui a continué après la chute du mur de Berlin, il y a notamment des pays comme la Turquie de M. Erdogan. La France, désormais, fait partie de l'OTAN. Et par un jeu d'alliance, en raison de ce qu'est aujourd'hui l'OTAN, si M. Erdogan se retrouvait engagé dans une guerre, eh bien la France devrait mécaniquement être solidaire de M. Erdogan et mener la guerre à ses côtés. Il faut sortir de l'OTAN. Et les premiers engagements que nous prenons, ce que nous porterons au niveau européen, c'est notamment que nous sortons de cette alliance militaire absurde pour que la France fasse entendre une voix d'indépendance sur des questions stratégiques et que la France soit à tout moment un facteur de paix. Alors pourquoi je vous disais tout ça? Ça a été évoqué par Sophia, c'est parce qu'actuellement il y a une guerre terrible dont les médias vous parlent très peu, qui s'est engagée depuis 2014-2015 au Yémen, où une alliance militaire, notamment composée de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis, soutenue par les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et aussi la France, mène une guerre qui a d'ores et déjà fait officiellement 10 000 morts, mais en réalité, selon les ONG sur place, entre 70 000 et 100 000 morts. L'ONU et l'ensemble des ONG sur place considèrent qu'il y a actuellement 2 millions d'enfants qui vont très prochainement mourir si la situation ne change pas en raison des conditions de famine et des frappes qui sont portées sur les populations. Voilà cette guerre infâme menée par une monarchie absolument réactionnaire qui s'appelle l'Arabie Saoudite, dont le prince, M. Ben Salman, a été reçu dernièrement par Emmanuel Macron. Vous savez, M. Ben Salman, c'est celui qui a fait taire le journaliste Karouchi en le découpant, en le faisant découper dans l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie. Voilà l'ami d'Emmanuel Macron. Nous vendons des armes à ce pays. Nous avons un contrat militaire avec l'Arabie Saoudite pour mener la guerre au Yémen de 6,6 milliards. Il y a actuellement 44 canons 10 César, fabriqués par l'entreprise française Nexter, qui participe à ces frappes, c'est une évidence. Quand nous avons posé la question à la ministre de la Défense, parce que j'ai cette particularité en raison des différentes commissions que nous sommes répartis dans le groupe France Insoumise, de siéger à la commission Défense et Armée. Nous avons interrogé la ministre sur ce sujet. Depuis le début, elle répondait « Mais nos armes ne participent pas à ces frappes contre les populations civiles. » Sauf que dernièrement,
Des journalistes, à travers le média qui s'appelle Disclose, ont révélé une note de la direction du renseignement militaire français depuis le mois de septembre, qui prévient clairement la ministre que les armes françaises sont vraisemblablement utilisées pour frapper les populations civiles au Yémen. Si je détaille cela, c'est parce que les traités de vente des armes que la France a signés, notamment leur article 6, alinéa 3, indiquent clairement que si nous vendons des armes à un pays, et que si ces armes pourraient servir, le conditionnel ici a toute son importance, contre des populations civiles, alors nous sommes fondés et nous avons même le devoir d'arrêter de vendre des armes. Et pourtant, Emmanuel Macron continue à vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Il y a quelques jours, vous avez suivi cela, un cargo s'est approché du port du Havre et devait embarquer 8 nouveaux canons César pour être livrés à l'Arabie Saoudite et participer à cette guerre. Grâce à la pression que nous avons organisée, et je veux saluer notamment aussi l'intervention de Jean-Paul Lecoq, qui est un député communiste, député du Havre, et tout ce que nous avons demandé plusieurs fois, nous avons réussi à créer sans aucun doute une mobilisation dans le pays, différentes protestations dont vous avez entendu parler. Et aussi, je veux saluer ici les dockers du Havre, qui ont indiqué clairement qu'ils refuseraient d'embarquer ce matériel militaire sur ce cargo. Et cela a permis que ce cargo reparte sans avoir chargé ce matériel militaire. Peut-être nous verrons la suite qu'il ira le charger à Santander, en Espagne. Mais c'est une première victoire. Pourquoi je vous décris cela? C'est que tous ces baratineurs qui vous disent qu'ils veulent une Europe de la paix, c'est Madame Loiseau, c'est Monsieur Macron, Monsieur Canfin qui est sur cette liste, soi-disant pour une Europe de progrès, sont des gens qui vendent des armes à des monarchies réactionnaires, où l'on fouette les opposants, où l'homosexualité est un délit, où dernièrement, le 29 avril dernier, 41 personnes ont été décapitées au sable sur la place publique et qu'une personne a été crucifiée suite à un procès où tous les observateurs sur place ont considéré que les droits minimums de la défense n'étaient pas respectés. Voilà les amis d'Emmanuel Macron, voilà ceux à qui nous vendons des armes, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Il faut refuser cela. La France doit faire entendre une voix de paix. Nous n'avons pas à vendre des armes à des gens qui mènent des guerres contre des populations civiles. Nous ne devons pas être responsables de la mort potentielle demain de 2 millions d'enfants. C'est inacceptable. Voilà les enjeux aussi de cette élection. Leur faire honte et leur dire que nous ne sommes pas dupes de leur discours hypocrite. L'Europe qu'ils construisent est aussi une Europe de la guerre. Leur alignement stupide sur les États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'OTAN, le baratin qu'ils nous servent sur une soi-disant Europe de la défense en complément de l'OTAN, c'est rester accroché au char militaire des États-Unis sous la folie de Donald Trump. C'est cela que nous allons porter dans cette élection. Pour notre part, ce que nous demanderons si nous étions élus, bien sûr dans les limites de ce Parlement européen, mais c'est que la France sorte de l'OTAN, que nous reconnaissions l'ONU comme la seule instance internationale pour prendre des décisions, que nous nous engagions également dans une dénucléarisation des armes progressivement, car la course à l'armement devient folle et c'est la planète elle-même qui est en danger, pas seulement en raison de la crise écologique que vous détaillera tout à l'heure Manon, mais aussi en raison de cette course folle et des intérêts financiers. Voilà les amis, ce que nous le disons inlassablement. Et je veux remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour permettre qu'au moins, même si c'est une victoire partielle, ce cargo reparte la cargaison vide. L'affaire n'est pas terminée. Intéressez-vous au Yémen, tous ceux qui nous saoulent régulièrement en nous parlant de pays d'Amérique latine où je devrais m'expliquer tous les 4 matins sur ce qui se passe et sans jamais dire un mot sur une guerre qui a lieu depuis 2014. L'enjeu de cette guerre, vous savez, il sent toujours le pétrole. C'est qu'il y a le détroit d'Ormuz, le contrôle du passage, la volonté de la part de l'Arabie Saoudite de mettre des pipelines qui traversaient le Yémen pour pouvoir vendre plus facilement leur pétrole. Chaque fois qu'il y a des guerres, suivez le pipeline pour comprendre, y compris au Venezuela, qui est le 2e producteur de pétrole du monde. Si aujourd'hui M. Trump veut mettre la main sur ce pays, c'est aussi pour récupérer les formidables cargaisons de Venezuela. Même si, évidemment, je le dis ici à cette tribune, je suis pour que les conditions de paix soient réunies dans ce pays et qu'il n'y ait pas de violence à ce qui se passe aujourd'hui. Mais je ne suis pas dupe, une fois de plus, sur la tension internationale qui est posée. Alors, avec gravité, d'abord, je tenais à le dire. Comprenez bien les enjeux internationaux. La paix est chose fragile, mais la France reste la France quand elle porte une voix de diplomatie, de paix, et qu'elle utilise son indépendance, notamment son indépendance militaire, pour faire entendre une voix qui n'est pas alignée sur d'autres puissances belliqueuses. J'ai indiqué tout à l'heure que cette réunion, bien sûr, a pour ambition de souligner l'importance du 26 mai. Mais je souhaite la recontextualiser.
Le moment politique dans lequel nous sommes n'est pas un moment électoral. Le moment politique dans lequel nous sommes ne se résume pas au résultat de l'élection qui aura lieu le 26 mai. Nous sommes entrés depuis au moins 2-3 années dans un grand moment de turbulence politique, dont l'expression la plus incroyable et la plus significative était précisément le résultat de l'élection présidentielle de 2017. Comprenez bien ce qui est en train d'avoir lieu. Nous avons appelé ça le dégagisme, la volonté pour des millions de femmes et d'hommes de bouleverser la scène politique, de la modifier, de chasser tous ceux qui considèrent comme étant responsables de leur malheur. Des forces politiques qui ont organisé la vie depuis la Seconde Guerre mondiale ont été détruites. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, ni le parti traditionnel de la droite, ni le parti majoritaire jusque-là à gauche qui était le Parti socialiste n'ont été au second tour. C'est un personnage totalement inconnu qui se prévalait d'un soi-disant grand changement dont le livre avait pour titre « Révolution », porté bien sûr par des médias considérables, qui a été élu. Emmanuel Macron, bien sûr, n'est pas un élément du règlement de cette crise. Il en est le symptôme. Et s'il a été élu, Emmanuel Macron, c'est qu'il est l'expression, bien sûr de manière déformée, d'un pays qui cherche une solution à ses problèmes, qui en a ras-le-bol de voir une classe politique trop souvent la même depuis des années, qui en a ras-le-bol des vieilles recettes politiques. S'il a été porté au pouvoir, c'est parce que c'est cette volonté-là qu'il a amené. De la même façon que s'il a émergé dans cette élection présidentielle une force comme la France Insoumise, avec 7 millions de voix, avec le fait qu'un homme comme moi aujourd'hui se retrouve député, c'est qu'il a eu une énergie à un grand changement. Mais cette énergie-là ne s'est pas calmée, évidemment, en raison de l'élection d'Emmanuel Macron. Parce que, comme je disais tout à l'heure, son élection ne réglait pas les problèmes. Et folie de la part d'Emmanuel Macron que de croire que parce qu'il était élu, désormais tout redevenait comme avant. Qui peut croire, quand on est élu dans une telle élection, que lui-même a qualifié comme étant le casse du siècle? Je relisais ça. Emmanuel Macron, au soir de son élection, il paraît qu'il a dit à un de ses amis « C'est encore mieux qu'Ocean's Eleven. On a réussi le casse du siècle. » À la différence que nous, on connaissait le propriétaire et les plans du lieu. D'accord? Imaginez-vous ce qui a eu lieu. Je voudrais détailler pour qu'on comprenne bien, parce que c'est une des difficultés que nous avons à l'heure actuelle, celle de l'abstention. Mais Emmanuel Macron, aujourd'hui président de la République, a été élu dans une élection où au premier tour de l'élection présidentielle, il a obtenu 24% des voix exprimées. Mais 24% des voix exprimées, ça veut dire 18% des électeurs inscrits. Et il s'est retrouvé au second tour face à l'extrême droite, c'est l'assurance vie du système, où beaucoup de gens sont allés voter non pas par adhésion pour ses idées, mais par rejet de Madame Le Pen. Et au second tour, il a obtenu 60% des voix exprimées, mais seulement 43% des électeurs inscrits. N'importe qui de sensé aurait dû comprendre qu'il n'avait pas vraiment de majorité et qu'il fallait, comme conclusion des conditions incroyables de son élection, recréer les conditions d'un système plus démocratique et de nouvelles institutions qui renouvelaient et qui nouaient une réelle confiance entre les électeurs et leurs représentants. Cela s'est confirmé à l'occasion des élections législatives. Vous savez, aux élections législatives, le parti d'Emmanuel Macron, il a obtenu seulement 29% des voix exprimées. Mais 29% des voix exprimées en 5e République, ça permet d'obtenir 60% des députés. Nous, la France Insoumise, aux dernières élections législatives, on a eu 11% et on n'a que 4% des députés. Donc on a des institutions qui déforment ce qu'expriment les urnes. C'est tout le problème. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que le mouvement des Gilets jaunes, à sa manière, il exprime ça. Bien sûr, il part d'une question, le problème des taxes, l'augmentation injuste du prix du diesel, ce sentiment qu'on culpabilise les gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler comme étant responsables de la crise écologique, alors qu'on taxe même pas le kérosène des grandes compagnies aériennes, ou qu'un seul tanker qui amène des marchandises en raison des traités de libre-échange consomme autant qu'1 million de voitures en termes de kérosène, et qu'on ne le taxe pas de la même façon. Mais au-delà de cette question du refus d'une taxe injuste, progressivement, le mouvement des Gilets jaunes a posé la question sociale, et puis progressivement aussi, il a posé la question démocratique. Parce que beaucoup de gens en sont venus à l'idée que pour régler la question sociale, pour régler la question écologique, il fallait régler la question démocratique. Et c'est pourquoi j'ai trouvé formidable que la revendication d'un référendum d'initiative citoyenne, vous savez, ce RIC, émerge durant ce mouvement. Nous l'avons porté à l'Assemblée nationale. Ça a été rejeté, bien sûr, par la majorité. Quelle est la force et quelle est l'idée maîtresse de ce RIC, référendum d'initiative citoyenne? C'est un outil qui permet que le citoyen reste un acteur civique, même entre deux élections. Actuellement, le système, c'est vous votez, rendez-vous la prochaine fois. Entre deux rendez-vous électoraux, vous n'avez aucun droit.
si ce n'est éventuellement des contre-pouvoirs, manifester. Mais vous n'avez pas de droit comme citoyen. Le RIC permettrait de dire, si un certain nombre d'électeurs le demandent, alors même entre deux élections, je peux éventuellement intervenir. Je peux abroger une loi, je peux faire obtenir une loi, je peux révoquer un élu. Je reste un acteur civique et dynamique avec des pouvoirs et des droits citoyens, même entre deux rendez-vous électoraux. C'est une grande idée qui bouleverse complètement le caractère de monarchie présidentielle de la Ve République. Fondamentalement, en lui-même, le RIC est lourd de nouvelles institutions. Ce qu'annonce l'aspiration au RIC majoritaire dans le pays, c'est qu'il faut passer à une 6e République. Il faut en finir avec cette monarchie présidentielle absurde qui fait que, je répète, qu'un homme totalement minoritaire lors des élections se retrouve aujourd'hui à concentrer énormément de pouvoirs tels que les donnent tous les pouvoirs présidentiels de la 5e. Cette idée progresse dans le pays et c'est une bonne chose. Merci les Gilets jaunes de l'avoir généralisé. Merci d'avoir manifesté les samedis. On a compris la stratégie du gouvernement de salir le mouvement, de le caricaturer, de le bestialiser. Mais précisément, ce sentiment que nos institutions ne sont plus légitimes, que le citoyen est méprisé et est porteur de violence, amène à ce que des gens ne croient plus à la démocratie, à ce que des gens comprennent bien qu'il y a un tel pourrissement de la situation, que progressivement ça produit des effets pourris. Mais ça, c'est la ruse aussi qu'a compris le gouvernement, profitant de quelques violences dont je ne suis pas favorable à l'occasion de manifestations. Il a projeté les forces de l'ordre contre les manifestants, arrivant à une situation jamais vue dans l'histoire du pays. Jamais vue. Même les plus anciens que je vois, il y a des têtes blanches dans la salle, mais on n'a jamais vu ça, même en 68, même en novembre-décembre 95. Le nombre de blessés durant les manifestations. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a eu, après 26 semaines, 5 mains arrachées, 22 personnes éborgnées, 628, plus de 600 même personnes blessées à la tête, 79 journalistes ont été blessés. C'est du jamais vu. Pourquoi cela? Parce que précisément le gouvernement a voulu brutaliser ce mouvement, a fait porter aux forces de l'ordre un matériel qui n'est pas adapté à cela. Je pense notamment à ces LBD modèle 40, où le modèle, la gomme qui est utilisée dans ces LBD, parce qu'il y a différentes gammes de dureté de la gomme, est le modèle le plus dur. Les grenades dites GLI F4, des grenades de désencerclement, qui portent normalement une charge de TNT qui les rend dangereuses sitôt qu'elles sont utilisées entre les jambes de manifestants. Un homme qui s'appelle Jacques Toubon, qui n'est vraiment pas un insoumis, qui est défenseur des droits, a demandé à ce que ce matériel ne soit plus utilisé par les forces de l'ordre. Le gouvernement s'est assis dessus. Avec mes amis à l'Assemblée nationale, nous avons déposé aussi un projet de loi qui demandait à ce que ce matériel ne soit plus utilisé par les forces de l'ordre. Ils se sont assis dessus. Et voilà le terrible bilan dans lequel nous sommes. Ils veulent frapper le mouvement, le caricaturer. Castaner qui ose profiter du fait que des gens vont se protéger dans une enceinte d'un hôpital parce qu'ils ne peuvent plus respirer et qui ose, il sitôt dire que l'hôpital aurait été attaqué, que des gens seraient rentrés pour détruire du matériel. Vous vous souvenez de la thèse que même les gens seraient rentrés dans l'hôpital afin de continuer à frapper un policier qui était venu là suite à ses blessures, comme si des gens, un peu pour finir le type à la fourchette sur son lit d'hôpital, étaient rentrés. Mensonge! Mensonge que tout cela. Et quand vous avez un ministre d'État qui ment, c'est un mensonge d'État. Et honte aussi aux médias qui, pendant presque 24 heures, sans vérifier, ont répété cette thèse. Quand je dis honte aux médias, je dis merci à ceux qui, le lendemain, quand même, ont fait un travail sur le terrain et ont pu redonner la parole aux soi-disant personnels hospitaliers très choqués, qui ont dit « mais nous, on n'est pas choqués, on est même choqués du fait qu'il y ait des gens qui ont été brutalisés sous nos yeux dans l'enceinte de l'hôpital ». Alors pourquoi je dis tout ça, les amis? Parce que je vais faire monter sur scène deux amis. C'est Isabelle et Christophe. Il y a 2 jours, Isabelle et Christophe manifestaient comme nombre d'entre vous. Isabelle, bon, comme nous tous, c'est une tête dure, elle a le verbe un peu vif, elle a rédigé une pancarte dans laquelle elle disait sa façon de voir à Christophe Castaner. La formule était peut-être rude, mais c'est pas le sujet. À l'entrée de la manifestation, 2 policiers en civil l'ont interpellée. Et on dit qu'elle n'avait pas le droit, sur ordre du préfet, d'avoir une telle pancarte. Pour des raisons, comme il y a désormais des suites judiciaires, je ne vais pas dire ce qu'il y avait écrit sur la pancarte. Mais de mon point de vue, c'était des mots qui n'étaient pas ni un appel au meurtre du président de la République,
ni quelque chose qui était, comment dirais-je, une remise en cause de l'intégrité physique du président de la République. C'était des mots un peu vifs, mais qui se situent quand même dans le domaine de la controverse politique de mon point de vue. On lui a demandé non seulement de retirer cette pancarte, mais ils ont souhaité l'interpeller. Sur ce, Christophe, et tout le monde aurait fait la même chose, tout le monde aurait fait la même chose, a appelé ses amis pour dire « ce n'est pas normal qu'Isabelle soit interpellée ». Ils les ont laissés manifester. Et à la fin de la manifestation, des forces de l'ordre sont venus interpeller Christophe et Isabelle. Et ils sont allés au commissariat du 12e arrondissement. Isabelle a été entendue pendant plusieurs heures et Christophe a passé une nuit au commissariat du 12e. Je n'accepte pas, mais je vais leur donner la parole. La police est là pour maintenir l'ordre. Elle n'est pas là pour maintenir l'ordre idéologique. La police, c'est pas la police de la pensée. Et si désormais le préfet demande aux policiers d'aller vérifier ce qu'il y a écrit sur toutes les pancartes, et quand ça déplaît au président de la République, si vous courez le risque de passer 24 heures au commissariat, je dis qu'il y a un problème dans ce pays, un problème démocratique de fond. Et je vous propose que nous continuions à faire d'Isabelle et Christophe non seulement le symbole de tout ça, mais que nous n'acceptions pas que par la suite il y ait des poursuites. Voilà les amis, je vous donne la parole quelques instants peut-être pour dire quelques mots. Merci, bonsoir à tous. Voilà, je me présente, je suis Isabelle, je suis professeure en lycée-collège, je suis militante, syndiquée et effectivement je m'inscris dans la lutte sociale, je m'inscris aussi dans la lutte contre les réformes de M. Blanquer au niveau du lycée et contre la loi Blanquer. Au vu des conditions, effectivement, je suis syndiquée, donc au vu des conditions d'exercice du travail des fonctionnaires dont je fais partie, que ce soit les professeurs ou dans d'autres parties de la fonction publique, on a effectivement le gel du point d'indice, comme vous le savez tous. On sait aussi que le gouvernement de M. Macron nous prépare le fameux système de retraite à points. Voilà, et je milite effectivement et je lutte contre tout ça. Et j'ai été effectivement assez choquée d'être interpellée ce samedi suite à la manifestation. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver, voilà, et je ne pensais pas que ça m'arriverait. Et effectivement, de plus en plus, les militants sont interpellés. Je suppose que vous savez aussi qu'il y a un professeur à Nice qui a été interpellé de manière très vive, pour ne pas dire brutale, par les policiers. Et il semble qu'effectivement, de plus en plus, les militants sont visés dans les manifestations ou ailleurs et subissent effectivement des actes policiers en vue de les intimider. Voilà, je signale que je continue mon activité militante, que samedi, bien sûr, je reviens en manifestation. Voilà. Je serai là, effectivement. J'aurai encore à nouveau une pancarte. Voilà. En revanche, voilà, je ne sais pas encore. Voilà, je lance aussi un appel. Ouais. Moi aussi, même si Macron ne veut pas, je serai là. Et je lance un appel à mes collègues enseignants. Je crois qu'il faut qu'on aille tous dans la même manifestation. Parce qu'effectivement, notre point d'indice n'augmente pas. Nos salaires sont gelés. Et le coût de la vie, lui, il augmente tous les jours. Alors peut-être qu'aujourd'hui, des collègues ne se sentent pas encore gilets jaunes. Mais comme nos loyers augmentent, l'électricité augmente, le carburant augmente, tout augmente. Aujourd'hui, vous n'êtes pas peut-être gilet jaune, mais demain, vous allez le devenir parce que tout augmente autour de vous. Donc soyons unis, tous dans la lutte. Et manifestons tous ensemble dans le même cortège à Paris. Ça a été fait ce samedi, ça s'est très bien passé. Moi, je n'ai assisté à aucune dégradation, ni aucune violence tout au long de la manifestation, je tiens à le dire. Voilà, il faut que ça continue comme ça, qu'on soit tous unis ensemble dans la lutte les samedis avec les Gilets jaunes. Je vous remercie et je remercie tous ceux qui m'ont apporté leur soutien, leur témoignage et qui ont été devant le commissariat où je suis passée en audition, moi ainsi que mon compagnon. Merci à tous d'avoir manifesté votre soutien. Ça nous a été droit au cœur et je vous remercie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, liberté, égalité et merci pour votre fraternité.
Moi, j'ai rien à ajouter. Là. Elle a tout dit et magnifiquement bien dit, à 100% avec elle. Effectivement, moi, j'ai découvert ça. Effectivement, je n'avais jamais été, Madame Aubry arrive, je n'avais jamais été interpellé de toute ma vie. C'est une expérience très difficile. Et c'est intéressant en même temps de vivre ça parce qu'on se dit comment est-ce possible que des manifestants puissent être arrêtés, enfermés. Et le plus dur, c'est cette privation de liberté. Quand on vous referme la porte à clé et que vous savez que vous ne pouvez pas sortir, ça, c'est ignoble. Je ne suis même pas sûr que ce soit intelligent de faire ça avec des gens qui ont commis de véritables exactions. Même à ce niveau-là, peut-être faudrait-il trouver autre chose, un autre système. À mon sens, c'est inhumain. Enfermer un être humain de manière à ce qu'il ne puisse pas sortir, je pense que toutes les personnes qui envoient des personnes en prison comme ça devraient passer 24 heures dans une cellule fermée sans pouvoir sortir. Et il me semble qu'à partir de là, on s'arrangerait pour que les prisons soient plus humaines. Ça a été une expérience extrêmement difficile, je n'avais pas conscience de ça avant d'y aller. Et bien, ça m'a permis de découvrir ça et je pense que c'est extrêmement important. Voilà, je ne dirai pas plus parce que c'était beau ce qu'elle a dit. Sinon, oui, quand les gens viennent vous voir à la sortie de ça, et moi je vais pleurer si je continue parce que Alexis, je le connais depuis longtemps et en plus, il est de mon pays, il est de Béziers, moi je suis de Montpellier. Mais je peux vous dire que quand j'ai entendu, j'étais dans la cellule, quand j'ai entendu « il y a un député qui vient », etc. Ben, elle est venue me voir, et ben, je peux vous dire que ça fait vachement chaud au cœur. Et j'étais heureux quand je l'ai vu avec tous les copains. Vraiment. Merci Alexis. Oui, merci. Non, parce qu'il y a cet aspect, je ne sais pas quel est mon vrai pouvoir là-dedans, mais il était enfermé, je suis rentré dans le commissariat et ils me l'ont rendu, ce qui fait que je suis sorti triomphalement du commissariat avec Christophe, ce qui a fait définitivement de moi un héros. Mais c'était surtout grâce à la mobilisation et puis plus sérieusement, bon, si des fois on se doute un peu à quoi sert tout ça, au moins j'aurais fait ça, j'aurais sorti un copain de prison. Bon, Manon est en train d'arriver, vous l'avez tous reconnu dans quelques instants, je vais te donner la parole, pose-toi 2 secondes. On donnait la parole à Christophe et Isabelle. Je conclue mon propos. Vous l'avez compris. Il y a un enjeu, et j'ai peu développé sur les questions européennes, parce que Manon le fera, notamment la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, les questions écologiques, la nécessité de sortir de ces traités. Mais je voulais insister sur le rôle de puissance de paix que nous avons à jouer, notamment en raison de l'infâme guerre au Yémen. Et je voulais revenir sur cette question de la souveraineté, qui est selon moi le fil conducteur du combat des Gilets jaunes. Celui d'un peuple qui veut sa dignité, le respect de sa volonté majoritaire, et qui comprend de plus en plus que nous vivons dans des institutions qui non seulement permettent de gouverner sans le peuple, mais qui permettent surtout de gouverner contre le peuple. Et la violence policière n'est qu'un des éléments de tout cela. Ne la prenez pas sous une forme autonome. C'est une stratégie politique de la part du gouvernement qui ne veut pas répondre politiquement à ce mouvement, si ce n'est dans un amusement stupide. Le grand débat national qui vous a coûté 15 millions d'euros. 15 millions d'euros ont été dépensés dans ce grand débat, dont la conclusion que le président de la République nous a donnée est de dire qu'il faut continuer la même politique. Et même il a une chose à vous dire, c'est qu'il va falloir travailler plus longtemps afin de pouvoir disposer d'une retraite complète. En gros, totalement, me semble-t-il, à l'opposé de ce qui monte dans le pays où il y a une volonté de justice sociale, de justice fiscale. Les amis, pourquoi voter dans ces conditions? Un doute démocratique s'est installé dans le pays, que ce soit sur le plan national, dans le cadre de ces institutions, que ce soit au niveau du débat européen, où plusieurs fois l'aspiration majoritaire a été brutalisée. Et je pense notamment au 29 mai 2005, où il y avait eu un grand débat dans le pays, et où un vote non, qui était un vote clair, un vote non pour un non de justice, l'avait emporté, et qui par la suite a été piétiné. C'est avec ce doute que nous devons agir. Si aujourd'hui, beaucoup de gens vous disent qu'ils ne sont pas sûrs d'aller voter, ça n'est pas selon moi parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux. Ça n'est pas selon moi parce qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Mais c'est parce que bien souvent, c'est pour eux au contraire très politique. C'est une manière pour eux de garder une forme de dignité civique et dire mon bulletin, il n'ira pas pour se faire flouer, j'ai été trahi trop de fois. Donc il faut recréer cette confiance. Il faut aller discuter avec tous ces gens qui s'abstiennent, notamment ceux qui étaient venus dans l'élection présidentielle parce qu'ils avaient bien compris qu'en 5e République, c'est là qu'est concentré le pouvoir, notamment dans l'élection présidentielle. Mais ils considèrent que les échéances qui viennent sont de faible importance. Alors je vais être honnête, ici il n'y a pas de gens électoralistes. Il est vrai que le 26 mai, nous ne pourrons pas dénouer l'ensemble des problèmes en raison de ce scrutin, ce n'est pas vrai.
quel que soit le résultat, il n'est pas vrai que la crise démocratique, la crise écologique, la crise sociale sera dénouée en fonction du résultat du 26 mai. Ça, ce serait mentir que de vous faire croire ça. Méfiez-vous de ceux qui viennent avec la liste au Père Noël et qui vous font croire d'un seul coup que dans le cadre de ces traités européens, tout va être réglé. Ce sont des baratineurs. Mais il serait terrible aussi que dans ce mouvement de mobilisation, dont toutes les manifestations étaient le résultat de l'élection présidentielle, dont une autre manifestation est ce formidable mouvement à la longueur inédite que sont les Gilets jaunes, les mobilisations dans les hôpitaux, les mobilisations des enseignants. Et je veux saluer particulièrement à Montreuil et Bagnolet la mobilisation dans les écoles, qui se mobilisent très fort contre la loi Blanquer. Saluer notamment les gens du collège Le Nain de Tillemont, très mobilisés. Parce qu'à l'heure où Blanquer fait du baratin, on supprime 12 heures à la DAG du collège Le Nain de Tillemont. Et je peux vous faire la liste de toutes les écoles où, soi-disant, les mesures positives se traduisent concrètement par des moyens en moins de remplacement. Tout ça, vous le savez. Mais le 26 mai, il serait terrible qu'il y ait une espèce d'illusion d'optique électorale. Et qu'en raison du fait que bien souvent les nôtres, dégoûtés par ce système électoral injuste, ne viennent pas voter. Et Emmanuel Macron, lui, il a un électorat qui est beaucoup plus mobilisé. Il a un électorat plus favorisé, qui sait qu'il faut aller voter pour ses intérêts, qui a compris qu'Emmanuel Macron représente ses intérêts. Vous savez, dans le pays, il y a 9% de cadres et professions libérales. Sur la liste d'Emmanuel Macron, il y en a 39%. Sociologiquement, c'est très clair qui est avec qui. Mais il serait terrible que sur la base d'une participation très faible, il y ait ce que j'appelle cette illusion d'optique électorale qui amène à ce que le soir du 26 mai, Emmanuel Macron ne soit pas défait dans les urnes. S'il n'est pas défait dans les urnes, alors il continuera à mettre en œuvre notamment cette réforme des retraites que j'évoquais. Il continuera à porter ses mauvais coups. Si à l'inverse, les élections ne se passent pas bien pour lui, il l'a dit à l'occasion d'un conseil des ministres à ses ministres. Il leur a dit mobilisez-vous, parce que si nous ne remportons pas un bon score, alors nous aurons des difficultés à mettre en œuvre les années qui viennent, les réformes que nous avons prévues. Donc il y a un enjeu à noyer en quelque sorte démocratiquement la liste d'Emmanuel Macron dans une participation plus importante. Plus vous donnez de la force à Manon, vous affaiblissez Macron. Si vous donnez la force à Manon, vous envoyez un signal clair qu'aujourd'hui il faut la justice sociale, il faut les mesures écologiques, il faut un vote clairement qui n'est pas dupe du fait que nous sommes dans un système antidémocratique. C'est ça tout l'enjeu de l'élection. Venir voter pour faire en sorte que le 26 mai soit une étape qui renforce cette mobilisation, qui ne casse pas les jambes à ceux qui se sont mobilisés. Faut pas se tromper, vous savez, ils veulent installer une espèce de duel du haut où le seul enjeu de l'élection, c'est qui va l'emporter, Le Pen ou Macron, pour faire en quelque sorte qu'il y ait une invisibilisation de toutes les autres propositions. Déjà, j'imagine qu'ici à Montreuil, ça concerne pas grand monde, mais évidemment que le vote Le Pen n'est pas le vote qui correspond à la situation. Le Pen, elle est contre l'augmentation du SMIC. Le Pen, elle est pour maintenir la Ve République. Le Pen, elle l'a dit pendant la campagne présidentielle qu'elle n'était pas fermée à l'idée qu'il faudrait travailler plus longtemps pour bénéficier d'une retraite. Le Pen, sur sa liste, le numéro 3, c'est M. Mariani. Il a dit qu'il était favorable à la suppression de l'ISF. Le Pen, c'est l'assurance vie du système Macron. Donc il faut évidemment que personne ne mette un bulletin Le Pen dans l'urne. Personne. Et il faut convaincre les copains qui pourraient être un peu floués par la situation pour dire qu'il ne faut pas se laisser berner. Il n'y a pas deux votes, il n'y a pas deux tours à cette élection. Il n'y en a qu'un seul. Et il faut que ce soit le tour du peuple. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous réunissons. Je vais donner la parole à quelques instants à Manon Ombry qui est notre tête de liste. Manon, vous l'avez compris, elle a une énergie incroyable. Il y a quelques instants encore, elle était sur un plateau télé. Et j'imagine que c'est pas simple de sauter sur une moto, venir nous rejoindre et puis après rentrer à la maison pour préparer, je crois, demain matin une prochaine matinale et puis partir après demain à Besançon où d'ailleurs on se retrouvera avec Jean-Luc Mélenchon et puis les meetings. C'est une épreuve physique et le moins qu'on puisse dire c'est que malgré le fait que ce soit un petit bout de femme, elle a une énergie indiscutablement qui en fait 10 ou 12 et elle a l'énergie d'une vingtaine. Oh, il n'y a pas de connotation dépréciative de ma part, c'est tout l'inverse. C'est une grande admiration qui fait qu'elle a une énergie tout à fait positive. Bon, mes amis, je vais donner la parole à Manon. J'espère que quand vous serez convaincus par nos propositions, par la volonté de faire de cette élection une étape de cette mobilisation, par l'idée qu'il faut envoyer un commando de combat au Parlement européen, avec des députés qui évidemment seront dans un cadre extrêmement contraint, mais par leur propre présence,
pourront permettre qu'il y ait des points d'appui pour mener des luttes contre telle mesure inacceptable, des potentialités parfois de remporter des petites victoires. Je veux avoir en tête notamment la victoire qu'a remportée notre ami député européen Younous Omarjee contre la pêche électrique qui produisait un drame et la destruction d'espèces animales. Il y a parfois comme ça des petites victoires, des possibilités d'avoir des points d'appui, des possibilités de révéler certains scandales. C'est tout ça l'enjeu. Envoyer un groupe de choc au Parlement européen. Avec Farida, avec Manon, c'est possible. Je vous remercie et je donne la parole à Manon Aubry. Bonjour à tous. D'abord, je voulais vous dire une chose, c'est que dans notre campagne, on a beaucoup de modalités différentes de campagne. On se balade partout en France. Parfois, on se balade à côté d'Holovan, ces fameux camions hologrammes qui diffusent des hologrammes. Il n'y a pas que des hologrammes, il y a aussi des gens en chair et en os. On va faire des ateliers, des directives européennes où on élabore la loi avec les citoyens. Là où La République En Marche, pour eux, c'est tellement important, l'Europe, qu'ils jugent bon de publier leur programme 15 jours avant les élections. Ça en dit long sur l'importance que ça a et sur l'importance que ça a pour eux, de parler sur le fond. Et puis, il y a aussi des gros meetings, des réunions publiques. Et puis, il y a des prises de parole comme ça sur des places publiques. Et j'avoue qu'en arrivant ici, ça m'a fait un petit pincement au cœur et je me suis dit, ah, là, on est vraiment au milieu des gens, on est sur une place du marché. Et c'est comme ça aussi que la France insoumise fait de la politique. Parce que je crois que vous ne verrez pas grand monde, vous ne verrez pas La République En Marche, vous ne verrez pas le Rassemblement National aller comme ça sur des places publiques, aller discuter avec les gens, aller dans les quartiers populaires qui sont inconnus du pouvoir parce qu'il suffit pour cela d'aller faire du porte-à-porte dans n'importe quelle zone de Montreuil ou des quartiers nord de Paris, dans le 18e, le 19e, le 20e arrondissement, j'y suis allée. Quand on ouvre la porte des gens et quand on discute avec les gens, souvent, ils ne savent pas qu'il y a une élection européenne. C'est vrai. Souvent, ils ne savent pas qu'elle se joue à un tour. C'est vrai aussi. Mais moi, ce qui me marque, c'est que la première chose qu'ils nous disent, c'est Emmanuel Macron, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et les premiers mots qu'ils disent, c'est oui, il fait juste des cadeaux fiscaux aux plus riches et nous, il nous méprise. Alors, cette forme de prise de place comme ça, je pense que c'est un beau pied de nez au mépris du pouvoir, au mépris à ces quartiers comme Montreuil, au mépris aux quartiers populaires partout en France. C'est une forme de mobilisation du peuple en mouvement, comme l'ont fait les Gilets jaunes pendant tous ces mois, malgré les difficultés et malgré le mépris affiché. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Alexis sur la nécessité de se mobiliser face au pouvoir. Mais vous savez aussi, il y a beaucoup de choses qui se jouent au Parlement européen. On essaie de nous éloigner du Parlement européen. Nous, les citoyens, en se disant le Parlement européen, c'est trop compliqué. De toute façon, c'est pas la peine de comprendre les enjeux. Mais en réalité, l'Union européenne, les décisions européennes sont présentes dans notre quotidien. Quand on se lève le matin, les céréales que vous mangez, si vous mangez des céréales qui ont été produites avec du glyphosate, eh bien c'est une autorisation de l'Union européenne. Ça a été autorisé par l'Union européenne. Et là, on a Emmanuel Macron qui arrive avec son programme et qui dit on va l'interdire en 2021. Alors j'ai envie de lui demander, déjà, pourquoi vous ne l'avez pas fait en France quand ça a été discuté ? 2, vous savez que vous avez soutenu l'autorisation du glyphosate jusqu'en 2022, donc révisez un petit peu vos chiffres. 3, pourquoi avez-vous sur votre liste aux élections européennes Jérémy De Cercle, en numéro 4, quand même assez élevé, un monsieur qui a été fiché par Monsanto, non pas comme un opposant, excusez-moi, non pas comme un opposant à Bayer Monsanto et au glyphosate, mais comme un fervent supporter. Alors, ils vont nous faire croire qu'ils vont interdire le glyphosate, alors même qu'ils n'ont rien fait pour l'interdire, alors même qu'ils ont sur leur liste un de leurs plus fervents soutiens. Eh bien, nous arrivons et nous nous présentons à ces élections avec des faits, avec des actes. Oui, nous nous opposerons au glyphosate. Oui, nous nous opposerons à tous les pesticides, comme l'ont fait les députés à l'Assemblée nationale. Je vous dis ça parce que je ne sais pas si vous avez vu, aujourd'hui, il y a eu un rapport sénatorial. Ce rapport sénatorial, il ose dire
que le glyphosate n'est pas dangereux pour la santé. Ça fait plus de 10 ans que ça a été classé comme un élément cancérogène par l'Organisation mondiale de la santé. Et vous savez, dans le cadre de la campagne, j'ai eu l'occasion d'aller dans les Antilles, d'aller en Martinique et en Guadeloupe. Et toute l'histoire qui a été racontée par tous ces gens qui souffrent du chlordécone, je me dis qu'on n'a tiré aucun enseignement du chlordécone. Parce que là-bas, on a empoisonné les gens avec le chlordécone qui est un pesticide. Et ils ont attendu 15 ans avant de l'interdire. Et on est en train de reproduire exactement les mêmes erreurs avec le glyphosate. Donc je vous disais, l'Union européenne est présente dans votre quotidien. Le matin, vous vous levez dans vos céréales avec le glyphosate. Ensuite, quand vous allez prendre les transports en commun, vous allez me dire, bon, ici, on est à Montreuil, c'est pas trop mal desservi, on a le métro, c'est pas le cas de toute la proche banlieue. Ouais, sauf que ils vont libéraliser la RATP. Oui, oui, soumettre la RATP à la concurrence. Concrètement, ça veut dire qu'ils vont choisir les endroits à desservir dans toute la région parisienne qui sont les plus rentables, au nom de la concurrence libre et non faussée. Vous savez, ce petit dogme qui est inscrit dans les traités de l'Union européenne et qui a fait, par exemple, qu'un grand nombre de gares, d'un grand nombre de lignes de train ont été fermées ces dernières années et qu'un grand nombre de lignes de fret ont été fermées ces dernières années. Alors, à l'heure où Emmanuel Macron veut faire payer le prix aux plus pauvres de la transition écologique, en vous montrant du doigt, vous les gilets jaunes, qui demandez à ne pas payer la taxe carbone parce qu'il n'y a pas d'alternative de transport, lui qui pense que la transition écologique est majeure, il ferme les lignes de train qui est l'outil de la transition écologique. Ils ont fermé la ligne de train de fret entre Perpignan et Rungis. Entre Perpignan et Rungis, c'est 80 camions en plus tous les jours sur les routes de France. 20 000 camions au niveau annuel. Donc c'est ça aujourd'hui la conséquence de leur politique. Ensuite, si je continue votre journée, si vous allez travailler, pour ceux qui ont la chance d'avoir un travail, eh bien, vous allez travailler, vous avez droit à une certaine protection sociale, vous cotisez pour la retraite d'une part, et puis vous payez des cotisations sociales pour avoir un droit à une protection sociale. Sauf que qu'est-ce qu'a fait l'Union européenne? Eh bien, elle a mis en concurrence vous, nous, tous les travailleurs européens les uns avec les autres, avec notamment ce qu'on appelle le travailleur détaché, le statut du travail détaché. Concrètement, une entreprise ici en France peut faire son marché, vous employez vous en tant que Français ou un étranger, peu importe, c'est pour tout le monde, et aller faire son marché dans les autres pays de l'Union européenne, en Hongrie, en Pologne, en Autriche. Alors combien vous me proposez? Ok, vous c'est trop de cotisations sociales, je vais aller voir le pays voisin. Résultat, il crée du dumping social. Il y a des gens qui sont payés 0 €. Et ça, tout le monde en paye le prix, travailleurs détachés ou pas, parce que ça nivelle par le bas la protection sociale. Ensuite, vous allez me dire, à un moment ou à un autre, on va avoir besoin de soins, on va avoir besoin d'aller à l'hôpital, on va avoir besoin d'accoucher. Pour les femmes et les familles qui veulent avoir des enfants, c'est quand même un peu d'espoir dans notre société d'avoir des enfants. Eh bien là aussi, ils ferment à tour de bras les maternités. Oui, oui, à tour de bras. Le nombre de maternités a été divisé par 2 en 20 ans. Divisé par 2. Ce qui fait que concrètement, des femmes doivent parcourir des kilomètres pour pouvoir accoucher, mettant en péril la vie de leur enfant et leur propre survie. Dans la 6e plus grande puissance économique mondiale, on ferme des hôpitaux, on ferme des écoles, on ferme des maternités. Tout ça parce qu'il y a la sacro-sainte règle des 3% de déficit au niveau européen, les sacro-saintes règles de coupe budgétaire dans les services publics, je crois que Farida en a parlé. Alors là aussi, ils nous dépècent de notre protection sociale. Bref, je pourrais continuer une journée entière de cette manière-là pour vous prouver à quel point aujourd'hui l'Union européenne est présente dans notre quotidien. Et à quel point, puisque l'Union européenne est présente dans notre quotidien, eh bien c'est à nous d'en reprendre le contrôle. Ne pensez pas que rien ne se joue au Parlement européen. Le glyphosate a été autorisé par le Parlement européen. Les traités de libre-échange qui organisent le grand déménagement du monde, qui fait qu'on va faire venir du lait de Nouvelle-Zélande. Oui, les amis, on va signer un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. C'est le premier producteur de lait au monde.
Donc on va faire venir du lait de Nouvelle-Zélande, ça n'a aucun sens. Alors que du lait, il y en a déjà trop qui est produit ici sur le territoire français. Ça, c'est voté au niveau européen. Ils ont voté aussi la libéralisation du rail à 24 voix près, 24 députés près. Nous en avions un seul. S'il y avait eu 24 eurodéputés insoumis, alors cette directive ne serait pas passée. Alors ce sont nos gares, nos lignes de train que l'on aurait préservées. Et puis, il y a quand même un souci majeur dont je veux vous parler. Celui-là, je crois que c'est celui encore plus de ma génération. De ma génération parce qu'on a 12 ans pour agir, pour prendre à bras-le-corps le changement climatique. Alors, quelles que soient les générations, tous ici, on va connaître les impacts concrets du changement climatique. On va connaître les impacts concrets parce que tous les experts internationaux le disent. On a 12 ans pour agir. Tous les experts internationaux le disent, ils nous l'ont rappelé la semaine dernière avec le rapport alarmant sur la biodiversité. Nous sommes en train de vivre la 6e extinction de masse. La 6e extinction de masse. Et que fait le gouvernement? Il regarde la terre brûler. Alors oui, si l'on veut investir massivement dans la transition écologique, il faut assumer de déroger à la règle des 3% de déficit pour investir les dizaines de milliards d'euros qui sont nécessaires pour ambitionner le 100% d'énergie renouvelable. Nous avons les technologies et nous savons comment faire. Parce qu'on pourra vivre dans une société avec 3% de déficit, mais on ne pourra pas vivre avec 3 degrés de réchauffement climatique supplémentaire. Ce sera impossible. Et puis, à tout ça, le gouvernement nous dit « Ok, problème climatique, je vous épargne la tartufferie sur oui, on va défendre le protectionnisme solitaire, des taxes aux frontières, alors qu'ils défendent en réalité, en pratique, la signature des accords de libre-échange. Et puis, leur dernière idée en date, c'est on va créer une banque. Une banque. Comme si les banques pouvaient sauver le climat, comme le disent les jeunes dans la rue qui reprennent un slogan bien connu. Si le climat était une banque, ça ferait longtemps qu'il serait sauvé. Et donc on sait très bien qu'une banque ne suffira pas à sauver le climat et qu'en réalité il faut réorienter le mandat de la banque actuelle qui existe au niveau européen, qui s'appelle la Banque Centrale Européenne. C'est une des raisons pour lesquelles il faut réécrire complètement les règles européennes, repartir sur de nouvelles règles, de nouveaux postulats, de nouveaux objectifs et de nouvelles ambitions. Parce que l'Europe de nos rêves est morte. Moi, je l'ai appris dans les livres d'histoire. Oui, l'Europe de la paix, l'Europe de la coopération, elle s'est transformée en une Europe de la compétition. Un vaste marché de compétition de tous contre tous. Alors oui, nous assumerons. Nous serons au Parlement européen ceux qui commenceront à écrire l'avenir de cette coopération entre les peuples débarrassés de ces règles qui nous empêchent de prendre à bras-le-corps la catastrophe climatique et qui nous empêchent de faire l'harmonisation sociale et fiscale. Nous serons des parlementaires de combat aussi pour agir concrètement sur ces mesures dont je vous donnais des exemples. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une belle liste de combattants. Je vous parlais de la question du travail détaché. On a sur notre liste Marina Mesure en 7e position, qui est la meilleure spécialiste européenne de ces questions. On a Sergio Coronado qui vient d'Europe Écologie Les Verts, qui est un militant écologiste depuis des années. On a un lanceur d'alerte sur les abattoirs qui a dénoncé les conditions de traitement animal dans les abattoirs, de la manière dont on traite nos animaux et peut-être demain la manière dont on traitera les êtres humains. Voilà aujourd'hui les combattants qu'on vous propose pour le Parlement européen. Et moi, je dois vous dire qu'à titre personnel, c'est jamais facile un engagement en politique. C'est jamais facile un jour de se retrouver sur cette balustrade, un soir un peu frais, dans une campagne bien énergétique, je dirais, une campagne bien chargée. Mais que si je l'ai fait avec toutes les hésitations que ça comporte de sauter le pas, c'est parce que j'y crois, mais c'est aussi le fruit de mes frustrations accumulées dans le secteur associatif. Parce que j'ai lutté pendant des années contre l'évasion fiscale, dénoncé les paradis fiscaux que sont le Luxembourg et l'Irlande au sein de l'Union européenne, dénoncé Apple, Amazon, les grandes entreprises multinationales et les Bernard Arnault qui profitent aujourd'hui, qui se jouent des règles fiscales internationales pour payer le moins d'impôts possible. Et j'ai fait face à des ânes qui ne voulaient pas boire. J'ai fait face à des dirigeants politiques qui manquaient de volonté politique, à des dirigeants politiques qui étaient soumis au poids des lobbies. Alors quoi d'autre
qu'est-ce qu'il nous reste à faire si ce n'est prendre le pouvoir nous-mêmes, envoyer au Parlement européen des parlementaires de combat? Je n'aurai plus à aller convaincre des parlementaires européens, mais ce sera à moi, à nous tous parlementaires, de porter cette voix citoyenne qu'est la vôtre au Parlement européen. Et quand il s'agira de voter contre l'autorisation du glyphosate, quand il s'agira de voter contre les traités de libre-échange, quand il s'agira de défendre nos services publics, quand il s'agira de défendre une liste de paradis fiscaux qui soit crédible et qui liste l'Irlande et le Luxembourg, alors ils auront des députés insoumis pour se lever en cadence et tenir tête au Parlement européen, à l'image de nos députés de la France insoumise au Parlement français. Comme ils le défendent, c'est notre engagement et vous pouvez compter sur nous. Je crois qu'on a une belle liste de combats. Alors, et pour conclure, on a 15 jours, les amis, un peu moins de 15 jours, maintenant 10 jours. 10 jours pour montrer qu'une alternative existe. 10 jours pour dénouer l'espèce de duo entre La République En Marche et le Rassemblement National, qui se désignent tous deux comme des adversaires de confort, faute de vouloir débattre avec nous sur le fond. L'un comme l'autre, Jordan Bardella et Nathalie Loiseau, ont refusé de débattre avec moi. Peut-être que je leur fais un peu peur, mais vous avez remarqué que j'étais pas très grande et que, a priori, je mangeais pas les êtres humains. Mais bon, on a 10 jours pour se mobiliser, 10 jours pour aller convaincre, 10 jours pour aller convaincre les gens, premièrement, d'aller voter et de se mobiliser. Parce qu'ils se satisferaient beaucoup trop, au soir du 26 mai, d'une forte abstention, d'une confiscation du vote. Parce que, comme Alexis l'a dit, les leurs, les CSP+, ceux qui soutiennent ce système en place, eux se mobiliseront le 26 mai. Alors à nous de montrer, toutes couches sociales confondues, peu importe d'où nous venons, peu importe ce que nous avons défendu de manière précédente, nous devons prouver qu'il y a une traduction politique aux aspirations sociales largement majoritaires dans le pays, de partage des richesses, de transition écologique, de lutte contre l'évasion fiscale, de défense de nos droits sociaux. Voilà l'horizon que nous allons contribuer à porter au soir du 26 mai. Et cette histoire, je crois que nous sommes en train de l'écrire. Le 26 mai sera une étape et j'espère que ce sera une belle étape et que vous vous mobiliserez un maximum pour tracter, pour aller convaincre vos voisins, vos collègues de travail, partout dans la rue, et ne pas se laisser voler cette élection du scrutin européen. On peut envoyer un message très clair à Emmanuel Macron. Il ne nous a pas entendus dans les rues ces derniers mois, alors faisons-nous entendre dans les urnes. Et nous pouvons envoyer au Parlement européen des parlementaires de combat qui défendront les intérêts des citoyens, les intérêts de la planète, avant les profits d'une minorité, avant leurs intérêts. Eh bien, je pense que c'est un beau programme et j'espère que vous mobiliserez un maximum en vue du 26 mai. Merci à vous. Chers amis, merci Manon, merci d'être venu, merci. Puis bon, bonne chance. Elle a un agenda extrêmement chargé. Par ses applaudissements, on participe à lui dire qu'on sera à tout moment avec elle dans tout ce qui reste à faire. Bon vent, Farida, toi aussi pour faire de toi une députée européenne. Merci à tous d'être venus. Évidemment, il y a encore beaucoup de travail. Si vous voulez nous aider, il y a la campagne à mener, il y a des bureaux de vote à tenir. Prenez contact avec les amis de la France Insoumise que vous connaissez ici. N'hésitez pas, si vous avez compris, ou du moins partagé les enjeux que nous mettons dans cette élection, à venir nous donner un coup de main. Je remercie une dernière fois tous ceux qui ont permis que cette soirée ait lieu, ceux qui ont monté la tribune. Remercier une fois de plus les équipes municipales. Merci à vous d'être venus nombreux. À dimanche 26 mai, il y a aussi d'autres échéances samedi prochain. Et évidemment, voilà, j'étais en train d'oublier, le 19 mai prochain à Stalingrad. À Stalingrad, il y aura à nouveau une journée entière, la journée de l'insoumission, ça s'appelle comme ça, durant laquelle il y aura le festival de l'insoumission, durant laquelle il y aura beaucoup de prises de parole, notamment une prise de parole de Manon Aubry, une prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, et plein d'autres personnes, et le groupe de Montreuil, les Insous-Sols, dont une voix
est ici à travers Juliette Prados, dont sa présence honore l'ensemble de cette soirée. Allez, je vous embrasse tous, merci, à très bientôt le 19 mai à Stalingrad de 14h à 19h à 18h à Stalingrad. Salut à tous, à très bientôt.